Bien, bonjour les premières. Vous avez certainement tous reconnu cette musique très célèbre, puisque c'était l'hymne national de la France, hein, qui s'appelait le Chant des Girondins, l'hymne national de la France pendant la Seconde République qui dure de 1848 à 1852, Seconde République que nous allons étudier entre autres dans ce thème 2 qui s'intitule La France dans l'Europe des nationalités, qui va donc nous mener de 1848 à 1871. Donc vous voyez que chronologiquement, eh bien, nous poursuivons notre remontée du temps, hein. Nous sommes partis de la veille de la Révolution française, 1789, et là nous allons aller jusqu'à 1871. Alors 1871 qui correspondra à la naissance de l'Empire allemand, le Second Reich, qui sera proclamé à Versailles dans la Galerie des Glaces. Alors, dans ce thème 2, nous verrons trois chapitres, hein. Le premier étant la difficile entrée dans l'âge démocratique. Donc, de nouveau, la France va connaître la démocratie, mais de façon plus poussée que pendant la Révolution française de 1789 à 1799. Et nous verrons entre autres donc la Seconde République et le Second Empire, donc ils nous mèneront de 1848 à 1870. Donc, pour ce qui est de l'introduction, il faut retenir le fait que la Révolution française que nous avons étudiée dans le thème précédent, c'est un événement qui va fortement marquer tout le 19e siècle en France, hein, et qui va tirailler la France entre ceux qui veulent l'effacer, la Révolution, faire comme si elle n'avait jamais existé. Donc ça, c'est plutôt les partisans de l'Ancien Régime, hein, qui voudraient faire en sorte qu'elle n'a jamais existé. Ceux qui voudraient au contraire terminer la Révolution en disant qu'on n'est pas allé assez loin, hein, qu'on est passé d'un ancien régime où c'était l'aristocratie, la noblesse qui dominait, à finalement un régime où maintenant c'est la bourgeoisie qui domine. Et donc il faudrait aller encore plus loin, il faudrait en arriver à ce que ce soit le peuple qui domine. Donc ça, c'est ceux qui voudraient la terminer, et puis d'autres voudraient carrément la recommencer. Il faudrait de nouveau faire une révolution, remettre tout en cause, et recommencer en quelque sorte à zéro. Donc, cette révolution, elle va faire naître différents courants politiques, hein. Vous saviez, pendant la Révolution, déjà, on avait eu les montagnards, les Girondins. Les montagnards, c'était plutôt la gauche, les Girondins, plutôt la droite. La plaine ou le marais, c'était plutôt le centre. Donc, on avait un peu l'apparition des courants politiques pendant la Révolution. Eh bien, ces courants politiques, ils vont se renforcer pendant tout le 19e siècle et ils vont s'affronter soit dans les urnes, lors des élections, soit dans la rue, lors d'émeutes ou de coups d'État, de révolutions. Alors, si on se rappelle les différents régimes qu'on a étudiés, hein, dans le thème précédent, donc il y a eu la Révolution française de 1789 à 1799, hein, avec un certain nombre de régimes, hein, d'abord une assemblée nationale constituante, puis une assemblée législative, puis la convention, puis le directoire. La Révolution se termine officiellement en 1799 avec le coup d'État de Napoléon Bonaparte. Ça devient le régime du consulat qui dure jusqu'en 1804, donc 5 ans, où Napoléon Bonaparte finit premier consul à partir de 1802 par plébiscite. À partir de 1804, le 2 décembre, il est sacré empereur, donc l'empire va durer jusqu'en 1814-1815. Vous savez qu'il y aura une première abdication en 1814, il part à l'île d'Elbe, puis il revient, c'est la période des 100 jours qui se termine tragiquement par Waterloo, et le départ pour Sainte-Hélène, où il va finir par mourir en 1821. Au niveau des régimes politiques, à l'Empire en 1815 succède, eh bien, la Restauration, avec le retour des rois, les frères de Louis XVI qui vont régner tour à tour, donc Louis XVIII de 1815 jusqu'à 1824, puis son frère Charles X de 1824 à 1830. Charles X va être chassé du pouvoir en 1830 par les Trois Glorieuses qui vont amener au pouvoir Louis-Philippe d'Orléans. Ça va être la monarchie de Juillet, et cette monarchie de Juillet donc va être renversée du 22 au 24 février 1848, donnant la naissance donc à la Seconde République. Donc la République, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un régime politique, vous le savez, qui, à différence de la monarchie, eh bien, il n'est pas héréditaire, et dans lequel les pouvoirs sont séparés et les représentants sont la plupart du temps élus, notamment les représentants législatifs, voire le président. Euh,
la France va connaître une difficile entrée dans l'âge démocratique. La démocratie, hein, vous vous rappelez, c'est la souveraineté en fait qui est exercée par le peuple, hein, soit directement, soit par le biais de représentants. Et ces deux notions de démocratie et de république, qui sont aujourd'hui fortement liées, hein. Pour nous, la République, c'est la démocratie, c'est la République. Des fois, on confond, alors que c'est pas forcément la même chose, hein. N'oubliez jamais que la monarchie anglaise aujourd'hui est une démocratie. Donc, démocratie n'est pas forcément synonyme de république, même si nous les confondons un peu. Si ces notions sont aussi liées chez nous en France, c'est en raison justement de nos expériences politiques que notre pays a connues, notamment pendant le 19e siècle. Et nous verrons notamment que les usages du suffrage universel vont être au cœur de ce chapitre. Ce chapitre qui va tourner autour de la problématique suivante. Pourquoi l'instauration justement du suffrage universel en 1848 ne va-t-il pas déboucher sur une démocratie dans les années 1850-1860? Alors, nous allons voir dans un grand 1 la période 1848-1852, celle qui correspond à la Seconde République, et vous voyez que j'ai marqué comme titre l'impossible construction républicaine, ce qui montre d'ores et déjà que cette Seconde République va être un échec. Alors cette Seconde République, pour rappel, elle a été proclamée donc en 1848, le 25 février, après les 3 journées révolutionnaires à Paris. Et là, on est sur le parvis de l'Hôtel de Ville, et vous avez Alphonse de Lamartine, le républicain modéré et poète français, qui refuse le drapeau rouge de la gauche française pour défendre le drapeau tricolore et qui donc proclame la Seconde République. Et cette Seconde République, finalement, c'est un combat qui avait commencé quelques années auparavant, puisque suite à l'interdiction qu'avait faite Louis-Philippe d'Orléans des réunions politiques, entre guillemets, ce qu'on appellerait aujourd'hui des meetings politiques, eh bien, les républicains, rappelez-vous, avaient contourné cette interdiction en organisant des grands banquets, des banquets qui pouvaient regrouper plusieurs centaines, voire presque un millier de personnes, donc de très grands repas où en fait il y avait des discours républicains qui étaient faits et on défendait l'idée républicaine. Et donc le Premier ministre de Louis-Philippe, qui s'appelait Guizot, le 22 février 1848, interdit un banquet républicain, ce qui va provoquer l'émeute à Paris, et puis donc le départ 3 jours plus tard de Louis-Philippe et la proclamation de la Seconde République. C'est donc la fin de la monarchie de Juillet, c'est l'abdication de Louis-Philippe, et nous arrivons à notre Seconde République avec la mise en place d'un gouvernement provisoire, puisqu'il faut attendre évidemment qu'il y ait des élections pour avoir un gouvernement officiel, hein. Et donc ce gouvernement provisoire, il va se partager entre plusieurs tendances, c'est-à-dire plusieurs sous-groupes, si vous voulez, avec des opinions qui divergent. Des républicains qui sont dits modérés, donc ils ne veulent pas de réformes trop profondes, hein, comme justement le fameux Lamartine, hein, celui qui proclame la Seconde République. Et puis vous avez d'autres républicains qui sont plus extrêmes, hein, qui voudraient davantage de réformes, une république beaucoup plus sociale, hein, autour du drapeau rouge. Ça serait des républicains, par exemple, comme Louis Blanc, le célèbre républicain socialiste Louis Blanc, hein, qui a donné son nom à un boulevard qui passe devant la mairie à Limoges, le boulevard Louis Blanc, que vous connaissez certainement tous. Donc, dans un grand tas, nous allons voir ce qu'on va appeler l'esprit de 1848. Cet esprit de 1848, ça va être en fait un immense élan d'espoir en 1848, une période d'euphorie, hein. Les gens, ça y est, la monarchie a été renversée, la République a été proclamée. On plante comme symbole fort ce qu'on appelle des arbres de la liberté autour duquel on se réunit pour, euh, pour fêter les valeurs de liberté, d'égalité et bientôt de fraternité. Et très vite sont prises des mesures inspirées des idéaux démocratiques hérités de la Révolution française. Par exemple, la liberté de la presse est rétablie. La liberté de réunion, hein, qui avait été, comme je vous l'ai dit, contournée par les républicains via leur banquet, est rétablie également. Et de ce fait, sont créés de nouveau de nombreux clubs politiques
un peu comme pendant la Révolution française de 1789, où vous vous rappelez, il y avait le club des Jacobins, il y avait le club des Feuillants, donc différents clubs ou des cordeliers dans lesquels on échangeait des idées politiques. Donc sont créés des clubs politiques. L'abolition de la peine de mort pour des motifs politiques est également promulguée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus être condamné à mort parce qu'on partage des idées politiques qui sont opposées à celles des gouvernants. Et surtout, le gouvernement de 1848, donc le gouvernement provisoire, va prendre deux grandes mesures fondamentales. Et la première mesure fondamentale qui est prise, eh bien, c'est le suffrage universel masculin, je précise. Pour les femmes, il faudra attendre 1944 et la libération du pays. Et en récompense à l'œuvre des résistantes, le général de Gaulle dira, puisqu'elles peuvent mourir pour la France, elles peuvent bien aussi voter et prendre des décisions pour la France. Donc en 1848, eh bien, tous les hommes, sans niveau de richesse, ont l'autorisation et ont le devoir d'aller voter. C'est donc le suffrage universel masculin. Ce suffrage universel ne sera plus jamais remis en cause en France, sauf à une exception, sous le régime de Vichy, où il y aura une pause en quelque sorte pendant l'État français, les 4 ans d'occupation. Et donc, comme le montre ce document 1, page 100 du manuel, ce suffrage universel permet de rétablir la souveraineté du peuple. Dorénavant, c'est donc le peuple qui est souverain, c'est la définition de la démocratie. Et comme le montre cette affiche avec son sous-titre, ça c'est pour l'ennemi du dehors. Pour le dedans, voici comment on le combat loyalement les adversaires. Donc pour les ennemis du dehors, vous voyez que le personnage a un fusil. Et pour les ennemis du dedans, eh bien, on combat loyalement avec les urnes. Donc on s'affronte politiquement à travers les urnes. Donc si on regarde ce document plus en détail avec le site L'Histoire par l'image, à l'aide de ses vêtements, on peut identifier ce personnage comme un ouvrier. Cet ouvrier, on voit, il a l'air de poser le fusil pour déposer un bulletin de vote. Donc le fusil, on vous l'a dit, c'est pour l'ennemi du dehors. C'est une scène donc qui est allégorique pour symboliser le suffrage universel masculin. Et le suffrage universel, il est symbolisé par une urne antique dont le modèle est bien sûr assez éloigné des urnes réelles, qui ressemblent un peu à celles qu'on utilise aujourd'hui, mais qui rattache la procédure donc aux sources les plus anciennes de l'élection. Vous savez, on pratiquait le vote dans la cité athénienne, l'ancêtre de la première démocratie européenne. Et cette allégorie présente encore la nouvelle institution comme une conquête populaire, d'où le fait que c'est le peuple qui a conquis ce droit et que dorénavant le peuple va déposer les armes et donc va s'exprimer à l'intérieur de son pays par le biais du vote. Il n'y a plus besoin de combattre physiquement. Donc ici, c'est aussi cette allégorie une forme d'exhortation. Le peuple qui utilisait la violence euh, et qui risquait toujours de menacer la stabilité du pays, tant les armes étaient nombreuses aux mains de la population parisienne. Il incitait donc le peuple à déposer les armes et du coup le succès du suffrage universel restait incertain. Mais sachez que vraiment c'est une mesure qui est fondamentale puisque donc le suffrage universel masculin en France date de 1848, donc date de la Seconde République. C'est la première grande mesure prise par ce gouvernement républicain.